Donc, mouvement patriotique comorien, pouvez-vous nous présenter votre mouvement politique? À quoi consiste ce mouvement? C'est quoi votre but? En quelques minutes. Ok, nous sommes le CEDISCOM, collectif de défense de l'intégrité de la souveraineté des Comores. Notre objectif, c'est défendre l'unité de l'archipel des Comores, conformément aux résolutions des Nations Unies, conformément à l'histoire des Comores, qui a toujours été composée de 4 îles. Aujourd'hui, on nous a amputé de la 4e île, qui est l'île comorienne de Mayotte. Cette amputation, cette occupation cause beaucoup de tort à la partie indépendante. En version comorienne, vous avez expliqué que les malheurs qui arrivent aux Comores sont dus à la présence de la France à Mayotte. Un exemple terre à terre, si je peux me permettre, c'est le problème d'électricité. Est-ce que ça a un lien avec la France? Le problème du chômage, est-ce que c'est un problème de la France? Est-ce qu'aujourd'hui, la meilleure façon de faire revenir Mayotte n'est pas de travailler le PIB, de relever le PIB au même niveau que Mayotte? Est-ce que la meilleure façon de faire revenir Mayotte n'est pas de stopper l'immigration économique? Ça veut dire que ceux qui suivent le bateau, faire en sorte qu'ils ne puissent plus prendre le bateau. Pour répondre à tes questions, oui. Tout ce qui se passe aux Comores, bien sûr, il y a une double responsabilité. Il y a la responsabilité des gouvernements successifs comoriens qui ne font pas grand-chose pour soulager la vie des Comoriens, mais il y a aussi la partie déstabilisation. Oui, qui est politique. Qui est très bien politique. La déstabilisation politique de la France. Oui, la déstabilisation politique, c'est quoi? C'est renverser un gouvernement pour qu'il y ait un autre gouvernement plus favorable encore que le précédent. Si le suivant, il n'est pas obéissant au diktat colonial, on le renverse, on en met un autre, ainsi de suite. À chaque fois qu'on déstabilise un pays, on freine tout ce qui est entrepris. Tout ce qui était entamé. Voilà, donc ça c'est un éternel recommencement. Aujourd'hui, pour répondre à ta question, ce qui arrive aux Comores, nous, en tant que Comoriens, on n'a aucun droit d'empêcher des Comoriens de circuler librement chez eux. Le droit international les y autorise. Oui. Donc ce n'est pas une immigration clandestine. Oui. Ils sont chez eux. On est tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il n'y a pas de migration clandestine. Mais est-ce que le fait d'accepter des expulsés de Mayotte n'est pas en quelque sorte accepter l'occupation? Ça, c'est du ressort des gouvernements. Nous, en tant que CEDISCOM, est-ce que vous dénoncez ça? Parce que moi, je ne peux pas, par exemple, en tant que Comorien, me faire expulser d'Anjouan. Alors que quand un Comorien est expulsé de Mayotte, il est accepté à Anjouan. Pourquoi est-ce que le gouvernement comorien accepte ça? Est-ce que vous condamnez ça? Nous condamnons la preuve. Le prochain atelier, c'est sur l'abolition du visa Balladur, qui est un mur, une frontière illégale qui a causé plus de 15 000 morts, victimes des Comoriens, dont la plupart, c'est du ressort de la marine coloniale. Ce n'est pas uniquement les Kwassa qui chavirent. Hein? On a plein d'exemples qui montrent que la marine coloniale d'occupation, elle arrive jusqu'à renverser les Kwassa pour empêcher les Comoriens d'arriver jusqu'à Mayotte. Vous voyez? Donc, nous, on n'a pas le droit parce que ça veut dire empêcher, c'est de la dictature. Si on empêche les Comoriens de circuler librement, ils connaissent les risques. Ils les prennent, d'accord? Mais nous, en tant que Comoriens, il y a des membres du CEDISCOM qui ont fait la traversée pour venir nous décrire, pour vivre le quotidien des gens qui veulent aller en territoire comorien de Mayotte. Oui. Hein? Tout ça, ils sont venus avec des vidéos, avec une description des horreurs aussi, puisqu'il y a des horreurs. Hein? Voilà, donc un petit peu, donc nous, on n'a pas le droit d'empêcher qui que ce soit de circuler librement. Les Nations Unies ont reconnu qu'il y avait
une violation du territoire comorien en 1974, vu que l'élection a eu lieu dans tous les territoires, mais Mayotte a été occupée illégalement par la France. Là-dessus, on est bien d'accord. Mais à chaque fois que le gouvernement comorien soulève la question, la France a un droit de veto qui fait que la question n'avance pas. Pensez-vous est-ce qu'il ne faut pas maintenant trouver une solution pour faire en sorte que les autres îles avancent économiquement, ce qui va pousser bien sûr peut-être les Mahorais à prendre conscience, à faire comme la Guadeloupe qui est actuellement dans un état où la France essaie d'apaiser la situation que ça nous va au niveau du chômage. Que pensez-vous réellement, puisque au niveau des Nations Unies, la question ne sera pas débloquée, on le sait très bien. Alors la question pourra uniquement être débloquée si un gouvernement comorien saisisse le Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui. Cette question est inscrite dans l'ordre du jour chaque année aux Nations Unies. Et ça n'a toujours pas été... Parce que tous les gouvernements qui se sont essayés à porter cette question, soit ils sont renversés, soit le président il est tué. Hein? La dernière condamnation date de 1994 sous le gouvernement Johar. Hein? Les autres sont assis sur des chaises éjectables, donc ils n'osent pas le faire. Jusqu'à un gouvernement qui a osé donc demander l'effacement ou l'éradication de cette question dans l'ordre du jour. Une question la question mahoraise préoccupe beaucoup la jeunesse comorienne. Quand je parle de la jeunesse comorienne, c'est la jeunesse à la fois Ngazidja, Anjouan, Moélie et Mayotte, puisqu'on nous a mis en tête qu'il y a Mayotte et Comores. Mais tout ça, c'est Comores. Donc, quel message allez-vous envoyer pour sensibiliser cette jeunesse-là sur la question de Mayotte? Parce que là, actuellement, le message qui est envoyé depuis un certain temps, on a divisé la population. Les Comores et Mayotte. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, au niveau de la communication, pour faire en sorte que le Mahorais ne soit pas Mayotte, mais Comorien de Mayotte? Alors, pour la jeunesse. Alors, pour la jeunesse, déjà, il y a une jeunesse mahoraise consciente. Oui. Qui ont été dans la partie indépendante pour faire leur carte d'identité nationale comorienne. Par exemple, il y a des jeunes Mahorais qui ont intégré l'équipe nationale de football. Oui. Par exemple. Donc ceux-là, ils ont compris. D'accord? Il y a ceux qui, alors qu'ils sont nés après l'indépendance, ils ont compris qu'il n'y a pas de différence entre le Mahorais, l'Anjouanais, le Ngazidja et le Moélien. Il n'y a pas de différence. La nature a fait qu'on soit des insulaires, certes, mais nous avons un destin commun. Ça c'est... Alors, concernant la jeunesse comorienne qui est en France, franco-comorienne, disons, elle est très consciente. Ceux qui ne sont pas conscientes, ils regardent plutôt le côté économique qu'apporte Mayotte. Mais ils regardent beaucoup moins le côté humanitaire, c'est-à-dire les victimes du visa Balladur. Mais s'il y en a un qui perd un membre de sa famille parce qu'il a voulu aller se rendre en territoire comorien de Mayotte, il comprendra qu'il doit s'engager pour la réunification de l'archipel. Donc, le message que je passe à la jeunesse comorienne, c'est que nous sommes un peuple uni composé de 4 îles, reconnues internationalement, historiquement, religieusement, il n'y a aucune différence entre nous. Seulement, on a en face un occupant et nous sommes les occupés, ce qui a causé plus de 15 000 morts depuis 22 ans. Et pour finir cet entretien, bien sûr, j'aimerais bien savoir, à votre avis, qu'est-ce qui fait que la France aujourd'hui occupe Mayotte? Est-ce que c'est une raison qui est géostratégique, économique, ou bien autre cachée, ou bien c'est pour être la deuxième puissance maritime? Qu'est-ce qui pousse vraiment la France à être à Mayotte? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, en 74, c'était la période de la guerre froide, hein, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Le canal de Mozambique était le chemin. D'ailleurs, en 1958, quand le général de Gaulle est passé aux Comores, il a dit, vous Comoriens, sachez que vous êtes dans un point stratégique du globe. Mais notre position géographique nous coûte ce que ça nous coûte maintenant. 42 ans d'indépendance inachevée, occupation de l'île comorienne de Mayotte, plus de 15 000 morts, parce qu'on se trouve dans le canal de Mozambique. Ça, c'est le côté géostratégique. Maintenant, le côté autre. La France, elle avait besoin d'un œil sur le canal de Mozambique. Il a installé les bases d'écoute.
qui servent à écouter toute l'Afrique de l'Est. C'est l'échelon niveau français. Hein? Donc les grandes oreilles, comme on dit, hein? pour espionner, écouter toute cette partie de l'Afrique. Ensuite, à l'époque, Mayotte était le seul île qui offrait une meilleure base militaire pour les sous-marins nucléaires français. Hein, c'est une île entourée de corail. Il y a une baie où les sous-marins pouvaient rester là, ni vu ni connu. Donc ça, c'est la partie militaire. Maintenant, cette partie militaire est aussi soutenue par les bases d'écoute. Maintenant, alors, on sait très bien, nous savons très bien qu'aujourd'hui, la France est la deuxième puissance maritime au monde. Pas que la France métropolitaine est grande, c'est à cause de ses colonies, à cause de ses îles. Et la France a fait une nouvelle loi qu'il a présentée aux Nations Unies, augmenter, au lieu de 300 km de front de mer, ils ont dit non, il faut qu'on commence par le sous-sol marin. Hein, au lieu que ce soit sur la terre seulement, le sous-sol marin. Il a présenté un dossier qui a été repris par tous les pays qui avaient soif d'avoir un empire. Hein, donc la France s'est propulsée deuxième puissance maritime mondiale. La France, pendant les 135 ans de colonisation sur les Comores, a toujours dit qu'on n'a rien. Miracle, il se trouve qu'on a du pétrole et du gaz. Vous voyez? Donc tout ça, ça fait... Donc en quelque sorte, la France, elle était au courant qu'on avait des richesses... Non seulement qu'on a des richesses, regardez ce que fait Colas à Vanambouani. Ils sont en train de pomper la seule minerai qui se trouve aux Comores. Autorisé bien sûr par Mamadou. Autorisé par Mamadou qui a envoyé l'armée nationale pour tabasser des habitants de Vanambouani. Tout à fait. Un pays puissant qui vient voler à un pays pauvre. Oui. Oui. Vous voyez un petit peu alors oui. Ça c'est je suis désolé, Donald Trump a dit qu'il n'y a pas de raccourci pour la maturité. Mais jusqu'où ira la bêtise des autorités comoriennes? On a dans chaque pays digne de son nom, il y a un ministère pour les matières premières et les minerais qui explique comment les exploiter, qui doit les exploiter, qu'est-ce que ça va apporter au pays. Nous, on n'a rien. Le peu qu'on a, qu'est-ce qu'on fait? On laisse une entreprise coloniale venir nous spolier comme ça se passe en Afrique. Donc, notre pays... Donc, vous appelez Azali à créer un ministère ou une direction qui va se charger de... Ça, ce n'est pas le travail d'Azali, c'est déjà le travail du Parlement comorien. Donc, de légiférer, tout à fait. Alors, donc vous envoyez un message à tous les députés qui sont actuellement en vacances. Bien sûr, il faut souligner qu'ils ont 6 mois de vacances. Je ne sais pas à quel moment ils travaillent, mais juste vous les appelez à voter une loi pour... Non seulement à voter une loi pour la gestion, mais aussi une loi pour le partage. On a dit qu'on a du pétrole et du gaz. On n'a rien maintenant, on se tape dessus. Demain, il y a une goutte de pétrole qui va sortir. Que pensez-vous que ça va se passer? Le président qui sera en place, qu'est-ce qu'il va faire? Il va penser que ça lui appartient à lui et à sa famille. Il va vendre les contrats lui-même d'exploitation. Comme ça a été fait, Mamadou, il est en procès avec une société londonienne parce qu'elle a vendu des blocs pétroliers sans autorisation du Parlement. Oui. Vous voyez? Donc imaginez quand le pétrole et le gaz vont commencer à sortir. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? On arme ceux qui n'ont rien pour aller se battre contre ceux qui sont au pouvoir, rien que pour diviser le pays. Notre pays, on a cette chance d'apprendre par ceux qui ont déjà exploité des matières premières, où ils ont eu des difficultés, où ils ont réussi pour qu'on puisse copier. On n'invente plus le fil à couper le beurre. Hein, on utilise ce qui est déjà inventé. Donc, ce qui est déjà inventé, c'est ce qui est réussi. Il y a des pays qui ont réussi avec leur pétrole. N'allons pas très loin. Allons au Mozambique. Mozambique, il avait les mêmes frontières maritimes et les mêmes ressources pétrole et gaz. Allons voir ce que fait le Mozambique, comment elle s'est organisée pour exploiter son pétrole. Au lieu on est pauvre, il n'y a aucune société qui a encore commencé l'exploration. On a du pétrole et du gaz. Donc, on développe la pauvreté, en gros. Parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui peut avoir ça, qui n'aurait pas réagi depuis 2006, que les Comores ont appris qu'on a du pétrole et du gaz. Hein,
il n'y a aucun essai d'exploration que ce soit, à part bien sûr la société coloniale Colas qui vient donc explorer, extraire des matières premières à partir de la mer. Vous savez qu'il voulait extraire dans un autre pays, dans une autre région, la région lui a refusé, il est venu juste là. Ça veut dire que n'importe où dans les bordures comoriens, il peut avoir les mêmes matières premières. Exploiter. On vous remercie d'avoir accepté notre entretien et à très bientôt sur Comores Info. C'est moi qui vous remercie.